J'aimerais parler un petit peu plus de moi pour que vous sachiez que moi je suis la réincarnation de Thoth, de la conscience de Thoth. Je dis pas ça en fait pour me la péter, hein. Je dis ça en fait pour que vous appreniez plus de moi. Je me rappelle de comment je vivais en Atlantide, comment j'étais enseignant, je pouvais aussi guérir, je pouvais faire des soins énergétiques et aussi j'ai contribué aussi à plusieurs constructions des pyramides en Atlantide. Et quand je suis venu sur cette terre, je savais que au plus profond de mon âme, je savais que j'avais le rôle de enseigner et de révéler un savoir que vous avez déjà en vous. Parce que le savoir, il est en vous. Je me rappelle en Atlantide, comment on n'était pas dépendant des factures EDF, comment on était autonome sur le plan énergétique. Je me rappelle aussi comment les Atlantes avaient bâti une ville intelligente avec l'énergie tellurique des pyramides. C'est-à-dire que les pyramides pouvaient alimenter des villes entières par l'énergie des cristaux et des pyramides. Je me rappelle de tout et c'est formidable. Amis public, bien le bonjour et bienvenue sur ma petite chaîne En avant les histoires pour ce numéro 2, Platon, le retour avec mon ami Alexis. Alexis, bien le bonjour. Ça va? Bonjour, William, tout va bien? Tout va très bien. Écoute, je suis ravi d'être là pour le numéro 2 de Platon, voilà, Platon 2, le retour. Voilà, presque le numéro 4 parce que ça fait 4 fois qu'on essaie de l'enregistrer. Oui, absolument. Voilà. C'est presque Platon Je le signale numéro que, 4. il y aura un 3 qui C'est sera la ça. vengeance, évidemment. Ce sera la vengeance du retour qui sera avant le 4. Enfin, c'est Voilà, compliqué, absolument, mais bon, absolument. c'est comme au cinéma, quoi. Comme avec les Avengers, on va essayer Voilà, les Rambo, tout ça, absolument. voilà, faire un maximum de pognon avec une idée géniale. Donc, retour sur Avec les millions d'idées. l'Atlantide. Oui. Retour sur l'Atlantide. Alors, on retrouve l'écrit de l'Atlantide dans le Timée, dans le Critias de Platon. Alors, les passages qui concernent l'Atlantide sont plutôt courts, toute proportion gardée, car Platon nous parle plein d'autres choses dans le Timée, dans le Critias. Il nous parle entre autres choses de politique, des odeurs, des maladies, des saveurs, des créations des végétaux et des animaux, avec un petit peu de géométrie, un petit peu de mathématiques et avec une omniprésence des dieux. On dirait que tout ce que la science n'explique pas, enfin tout ce que Platon n'explique pas avec de la science, il explique avec des dieux. Donc c'est un curieux mélange, sachant que tout ça a été écrit par un philosophe. Donc en quelques mots, je n'ai pas compris grand-chose, je vous dis, cher internaute et cher Alexis. Je pense qu'il faut vraiment les codes des codes, je veux dire un peu d'études en philosophie, un peu d'études, un peu de bagage en Grèce antique et en philosophie de la Grèce antique pour comprendre vraiment les écrits de Platon et de l'Atlantide. Donc j'ai essayé moi de me poser des questions de base, hein, qui, comment, pourquoi, où, pour savoir si vraiment l'Atlantide aurait pu exister ou pas. Et quand j'ai fait le tri de ce qui me restait comme élément un petit peu concret, il me restait à peu près une vingtaine de lignes. Et une vingtaine de lignes, pour moi, qui ne sont pas très convaincantes. Moi, je m'attendais à une petite nouvelle genre Jules Verne, quoi, avec des technologies un peu avancées, enfin des choses un peu concrètes, quoi, qui me donnaient un petit peu envie de rêver, de partir un petit peu dans un autre monde. Ça n'a pas été le cas du tout. Ah oui, chose extrêmement importante, c'est que nous avons aucune trace archéologique et historique de l'Atlantide. Enfin, à part la source primaire de Platon sur l'Atlantide, on n'a aucune trace. Donc avant de laisser la parole à Alexis qui va nous faire une étude de texte, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, je pense. Nous allons retrouver notre sponsor du jour, hein, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Donc à tout de suite, pub. Nous travaillions sur ce livre qui est une grosse divulgation, pour pas dire la divulgation principale auquel tous les humains ont droit. Téléchargez-le, je vous en prie, que la vérité se sache, qu'ils payent eux de cette façon-là. Ils ne veulent pas que je travaille, que je dévoile le vrai, le juste, la vérité sur notre passé. Cela m'a coûté 3 ans de sacrifice de ma vie, 3 ans de travail. C'est un aboutissement, ce livre. C'est un livre de Jürgen Spanut que j'ai enrichi, que j'ai complété, même s'il était déjà exceptionnel, déjà suffisant pour
déterminer où se trouve la vraie Atlantide de Platon. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre avenir. Ce livre va changer le cours de l'histoire. Donc je vous remercie de diffuser cette nouvelle, de diffuser ce livre dans son format PDF. Éventuellement de soutenir ma famille en faisant un don. Et puis si vous le pouvez, je peux que vous conseiller cette version papier. Donc retour avec Alexis. Mon cher Alexis, j'aurais qu'une seule question pour commencer. L'Atlantide, mythe ou réalité? On va essayer de le voir en étudiant les textes. On a effectivement des textes qui nous permettent qui nous évoquent l'histoire de l'Atlantide. Donc on va essayer de voir comment ces textes sont construits. Et on va faire une étude de texte au sens strict du terme pour justement voir si cette étude de texte raconte un récit réel, comme il en existe dans la Grèce du 5e siècle, chez un auteur comme par exemple comme Hérodote ou comme chez Thucydide ou comme Xénophon, qui ont fait des histoires réelles, ou au contraire si Platon crée un mythe, une allégorie, afin d'appuyer son papier. Et son projet, parce que les deux textes que l'on connaît, Timée et Critias, font partie d'un ensemble de textes de Platon. Ce sont des textes qui ont été écrits assez tardivement, et qui se rendent dans le projet de la République, c'est-à-dire qui expliquent la vie des cités. On va pas revenir sur l'auteur, parce qu'on a fait une vidéo, vous aurez le lien, bien sûr, pour le voir, donc, parce que c'est la première chose qu'on étudierait, c'est qui est l'auteur, on l'a fait. On va venir, là, vraiment étudier les textes, et on va le faire de manière assez classique, en reprenant les codes classiques d'une étude de texte, telle qu'on le fait en histoire. Donc, première chose que l'on va regarder, c'est la nature du texte. Quel type de texte que c'est? Évidemment, c'est très différent si vous avez un texte de loi ou une lettre confidentielle ou un bottin mondain. C'est pas la même chose. Ici, c'est un texte philosophique, donc ça c'est la nature générale, qui est sous forme de dialogue. Et c'est un dialogue qui est entre trois personnes essentielles, Timée, Critias et Hermocratès. Voilà. Et en général, Platon construit ces récits philosophiques sur des dialogues. C'est une forme très classique pour le récit de cette époque, en rappelant que le texte a été écrit dans la fin de la deuxième moitié du 4e siècle, dans les années 360-350. Donc c'est un récit qui a été écrit à un moment, fin de la vie de Platon, et à un moment où l'histoire de la Grèce, on va y revenir, est spécifique. Alors, trois personnages. Deux des personnages sont connus ailleurs, Hermocratès et Critias. Critias, c'est probablement le plus proche de Platon. Il est considéré il est connu dans d'autres textes comme étant proche de Platon, mais c'est surtout un personnage politique important qui a joué un rôle à la fin de la guerre du Péloponnèse, lorsque Athènes a été battue par Sparte, où il a été nommé dans ce qu'on appelle la tyrannie des 30, des 100 plus des 30, qui a dirigé de manière assez violente la cité d'Athènes pendant quelques années, avant d'être renversé en 403 par Thrasybule, notamment par plusieurs personnes, mais dont Thrasybule, et d'être assassiné. Voilà. Donc, il est connu. Même chose pour Hermocratès. Hermocratès, c'est quelqu'un qui est connu pour être un général, un commandant dans la Grande Grèce, enfin plutôt en Sicile, plutôt que la Grande Grèce d'ailleurs, c'est-à-dire l'île de Sicile que vous connaissez géographiquement, mais qui est une partie en fait du monde grec, puisqu'il y a des villes grecques, notamment Syracuse, qui est la plus connue, mais il y en a d'autres, Agrigente par exemple, sont des villes grecques, des cités grecques en Sicile. Le troisième, Timée de Locre. Alors Timée de Locre, lui, n'est pas un personnage connu, en tout cas il n'est connu que chez Platon. On le retrouve dans aucun autre texte. Donc, on peut penser que c'est un personnage qu'il a inventé. Voilà. L'intéressant, c'est que Timée de Locre, il le fait venir de Locre, qui est aussi une ville, une cité grecque, mais qui appartient à la Grande Grèce. Ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est en fait l'Italie du Sud actuelle. Il faut bien voir que le monde grec, c'est un monde dans lequel il y a des cités et qui sont situées dans un espace qui va en gros de l'Asie mineure jusqu'à même l'Espagne, on peut aller, mais surtout l'Italie du Sud et la Sicile. Voilà, ça c'est les personnages et la nature du texte. Alors, ensuite,
Le contexte d'écriture, je l'ai dit, c'est un texte tardif de Platon, qui va s'inscrire à la fin de sa réflexion sur les systèmes politiques grecs, donc dans la République. On est quasiment certain que ce texte devait comprendre un troisième dialogue, qui aurait été nommé Hermocratès, du troisième personnage, et également, il faut rappeler que dans les deux textes qui nous restent, le Timée est complet, le Critias est incomplet. Est-ce qu'il n'est pas été terminé? Est-ce qu'il est resté incomplet? On pense plutôt qu'il n'a pas été terminé, mais c'est ces deux textes-là. Et dans ces deux textes-là, dans le Timée, on parle très peu d'Atlantide, c'est très court, comme tu l'as dit tout à l'heure, le Timée parle de beaucoup d'autres choses, des sujets philosophiques, des sujets scientifiques, des sujets effectivement autour des dieux. Le Critias se concentre plus sur la cité de l'Atlantide. On ne sait pas ce qu'aurait été le troisième. Alors, il faut évidemment, quand on parle d'un texte, avoir le contexte d'écriture de ce texte. Alors le contexte, d'abord, c'est que c'est un texte qui fait partie du monde grec. Le monde grec, c'est un monde de cités. C'est pas un empire comme l'Empire romain, mais ce sont des villes autonomes qui ont parfois des dépendances et qui vivent selon des systèmes politiques qui sont différents et variés. Athènes, par exemple, c'est une démocratie, c'est-à-dire que le pouvoir est au peuple. Alors, aux citoyens. Une partie limitée, en fait, des habitants d'Athènes, mais voilà, c'est plus large. Et par exemple, deuxième exemple, Sparte est une aristocratie royale. En fait, il y a deux souverains, deux rois, mais ce sont les aristoïs, les meilleurs, qui gouvernent. Syracuse est une tyrannie, c'est-à-dire que c'est un chef qui a l'ensemble des pouvoirs. Il n'est pas forcément mauvais, mais il est un chef. Et il faut savoir que Platon a vécu et à Athènes et à Syracuse, donc il a vécu de des systèmes au moins. On y reviendra. Alors, autre élément, on est au milieu du IVe siècle. La Grèce est dans une phase où elle a pas mal de concurrence adverse, notamment de la Macédoine, qui est un royaume qui se développe au nord. Et les cités puissantes de la Grèce du Ve siècle sont devenues moins puissantes. Au IVe siècle, les villes qui se développent sont moins puissantes, mais la Grèce a connu, au Ve siècle notamment, de nombreuses guerres. Là, il y a moins de guerres, il y en a encore un petit peu, mais elles sont plus limitées. Voilà les éléments de contexte. Alors, ces deux textes, on les a comment? On les a par des copies qui nous sont arrivées. Ces copies, elles sont relativement tardives, elles datent du monde byzantin, mais on est capable de savoir que ces copies sont le texte original, d'une part parce que le Timée et le Critias sont déjà recensés dans des listes de textes de Platon dès la période antique, donc on sait que c'est des textes qui appartenaient déjà à la liste antique, et puis on sait également que ces copies viennent d'autres copies qui sont anciennes, et on arrive à faire ce qu'on appelle un stéma, c'est-à-dire en fait la chronologie des textes. Voilà. Et comme tous ces textes-là, il en a été fait une édition, ce qu'on appelle une édition critique, c'est-à-dire que les historiens, ou les historiens de la philosophie, ou les philosophes qui travaillent sur le monde grec, vont réunir tous les textes que l'on a retrouvés, et puis ils vont établir l'édition qui serait l'édition originale, parce que ils vont vérifier s'il n'y a pas des rajouts, des choses qui ont été mises en place. Premier élément, ils vont le traduire. Deuxième élément, pour ceux qui ne parlent pas le grec ancien, c'est mon cas, mais bon, voilà, moi je connais bien les textes latins, mais je peux lire les textes latins, mais pas les textes grecs, donc je suis content d'avoir des traductions. Et puis ils vont faire également ce qu'on appelle un appareil critique, c'est-à-dire une introduction complète qui va dire, voilà, par exemple, Timée de Locre, on le retrouve nulle part ailleurs, Locre, c'est ça. Critias, on le retrouve dans ce texte-là, alors, vérifie derrière, bien sûr. Et puis la deuxième chose qu'ils vont faire des notes de bas de page. Ils vont expliquer un certain nombre d'éléments qui sont indiqués dans le texte. Alors, moi je me sers de cette édition-là, je vais essayer de la mettre bien parce qu'évidemment, voilà, tac, j'en mettrai une copie complète. Ouais, donc c'est une édition complète des textes de Platon, et ça, c'est un des volumes, c'est le volume, le tome 10, qui n'a que le Timée de Critias, donc avec un gros appareil critique lui-même, et qui est bilingue. Donc j'ai les deux textes. Donc voilà le texte. Alors, maintenant qu'on a mis toute cette introduction, on va se poser la question. On va essayer de comprendre en quoi le Timée et le Critias sont deux dialogues qui permettent de montrer non seulement la supériorité rêvée d'Athènes face à une cité parfaite, et comment elle montre également
comment une cité, aussi parfaite soit-elle, quel que soit son système et sa puissance économique, politique, peut-être sociale, il y a moins de description sociale, hein, finit par s'écrouler du fait de son hubris. Évidemment, la question derrière, c'est ce que tu as posé derrière. Hein. Est-ce qu'on a affaire ici simplement à une histoire réelle ou à un mythe? Et ça, on va essayer de le voir en 3 parties, hein, où on va essayer de voir d'abord en quoi c'est une tradition qui a été créée. Ensuite, comment cette tradition montre ce qui est l'image de la cité parfaite, de la cité extraordinaire qu'est l'Atlantide, mais qui montre dans une 3e partie hein, en quoi, prise dans la démesure, dans l'hubris, hein, ce terme grec qui désigne la démesure, eh bien, la cité de l'Atlantide va s'écrouler. Alors, pourquoi on voit que c'est une tradition ancienne? Eh bien, Platon, très rapidement, va poser les bases de cette tradition ancienne, en nous expliquant, notamment dans le Timée assez longuement, comment le texte lui est parvenu, ou est parvenu à celui qui le raconte, en l'occurrence Timée. Eh bien, il dit qu'en fait, ce texte, il a été obtenu par Solon. Alors Solon, c'est une figure d'autorité hein, dans le monde grec, une figure politique d'autorité, c'est un réformateur du monde grec qui a notamment mis en place une partie des lois qui vont créer ce qu'on appelle l'isonomie. L'isonomie dans le monde grec, c'est-à-dire l'égalité devant la loi. Hein, nomos, c'est la loi, isos, c'est la légalité, et voilà. Donc c'est un passage d'autorité extraordinaire. C'est un peu comme si on disait que un texte aujourd'hui ancien aurait été apporté par Voltaire. Voilà, c'est un personnage absolument essentiel. Donc, Solon, ça positionne cet élément-là. Deuxième élément, on nous dit, dans ces textes-là, que Solon est allé chercher cette tradition en Égypte, à Saïs. Alors, en Égypte, dans le monde grec, l'Égypte, c'est l'image du passé. D'un passé très ancien, très glorieux. Très ancien, immémorable, comme on dirait, hein, et très glorieux. Donc, quand on ancre dans le récit grec le fait qu'on allait chercher un récit chez les Égyptiens, c'est quand on allait chercher un récit très ancien, oublié des Grecs, et c'est noté hein, dans le texte, dans le Timée, c'est oublié des Grecs, hein, mais qui donne aussi une pseudo-solidité. Voilà, c'est très ancien, donc ça ne peut être que vrai. Et à Saïs, et ça c'est très intéressant que ce soit Saïs, parce que Saïs est une ville plutôt récente dans le monde égyptien, c'est pas Memphis, hein, c'est pas Thèbes, hein, Memphis, capitale de l'ancien empire, Thèbes, capitale du nouvel empire, c'est une ville au contraire assez récente, du delta, assez au nord, hein, et surtout c'est des colonies grecques. Donc quand on parle de Saïs, un grec il sait ce que c'est. C'est comme si on disait... à un Allemand qu'on lui parle de Marseille. Enfin, il voit ce que c'est comme ville en France, hein, il n'a pas besoin de se positionner. Et ce qui est intéressant également, hein, c'est que Saïs, la déesse de Saïs, c'est une déesse qui s'appelle Neith, N-E-I-T-H, hein, et cette Neith, elle est apparentée pour les Grecs à Athéna. Or Athéna, évidemment, c'est la déesse tutélaire hein, d'Athènes. Hein. Donc évidemment, ça montre un parallèle évident. Donc là, cette tradition, on voit bien que c'est une construction mentale de la part de Platon, hein, pour bien dire, voilà, ce texte, il est très ancien, je vous donne des éléments d'autorité, c'est vrai, c'est pas grave, mais ça fixe le texte. Deuxième élément qui montre dans cette tradition ancienne, c'est que le Timée et le Critias racontent cette histoire de l'Atlantide sous forme d'un conte qui aurait été transmis oralement très longtemps par les Grecs et qui est conservé, mais le problème, c'est qu'on l'a que chez Platon, et que chez Platon tard. Si Platon nous en avait parlé au début de son œuvre, ou si des philosophes présocratiques qui auraient travaillé sur les questions des lois auraient dit « Ah, on a une cité d'Atlantide parfaite », on aurait pu effectivement se dire « Tiens, il y a quelque chose ». Mais, par exemple, Hérodote, dans ses Historia, dans son grand récit du monde grec du milieu du 5e siècle, nous parle d'Atlas, d'Atlante, mais pas de la cité d'Atlantide. Il nous parle d'éléments qui sont poussés assez au loin, hein, mais qui ne sont pas la cité de l'Atlantide elle-même. Donc évidemment, ça pose encore une fois le problème de la vraisemblance du récit. D'autant que chez Platon, l'utilisation du mythe, mythos, c'est un terme grec, hein, donc de l'histoire inventée, est assez classique. C'est une figure de style qu'il emploie de manière assez régulière. Donc on voit que dans le Timée et dans le Critias, bien Platon nous crée réellement les moyens d'y croire, mais surtout de pas y croire. Hein, les deux sont en place. Alors, qu'est-ce qu'il nous décrit dans ces textes-là ?
Alors, surtout pour le coup dans le Critias, hein, qui décrit plus l'Atlantide que dans le Timée. Le Timée, c'est plus rapide. Hein. Eh bien, c'est une cité extraordinaire. Déjà, c'est une cité qui est située très loin, dans un horizon qui est compréhensible pour un grec. C'est au-delà des colonnes d'Hercule, donc au-delà du détroit de Gibraltar, mais qui est inconnu. Il n'y a pas encore de grandes expéditions. Hein. De mémoire, Pythéas, qui est un géographe grec, c'est plutôt au IIIe siècle. Hein, et je vérifierai si je suis trompé, je mettrai une note. Hein. Donc, c'est pas des zones explorées. Mais ouais, puis c'est plutôt vague. Du coup, ça laisse ouvert l'imagination. Au-delà, bah oui, ça peut être n'importe où en fait. Absolument, c'est très vague, mais c'est quand même fixé géographiquement pour qu'un grec il se dise. Voilà, c'est quelque part. En fait, c'est des codes comme tout le reste. C'est des repères pour dire ah oui, on se reconnaît dans cette histoire. Enfin, le grec antique se reconnaît. C'est le premier élément, la situation géographique. Et il nous décrit une île avec des canaux, des bassins, des ports, hein, qui est une grande puissance maritime. Donc c'est une thalassocratie. Voilà, moi ça vaut des cuillères. Thalassocratie, donc thalassocratie, puissance de la mer. Thalasso, c'est la mer, Kratos, la puissance. Hein. Évidemment, c'est encore une fois un code très compréhensible, surtout par un Athénien, mais pour un grec de manière générale, parce qu'Athènes, durant la guerre du Péloponnèse, c'est d'une thalassocratie. Donc c'est évidemment quelque chose qui parle très fortement à un grec. Hein. C'est une puissance maritime, hein. C'est ça qui est mis en avant. Donc cette puissance maritime, c'est un peu l'image d'Athènes, hein, de l'Athènes rêvée, hein, de l'Athènes notamment de la guerre du Péloponnèse sur lequel on va revenir. Alors, deuxième élément très important, hein, c'est que cette ville, c'est une fondation divine. Hein, c'est l'alliance d'un dieu et d'une mortelle. Ça aussi, c'est un code qui est très connu hein, pour les Grecs. Hein. Zeus a eu plein d'aventures avec des mortels, donc plein de demi-dieux, déesses, personnages mythiques en sont sortis. Hein, voilà. Je recite parce que revoyez 50 nuances de grec, parce que c'est vraiment génial sur Zeus. Hein, vous trouverez ça sur YouTube, c'est très drôle. Bon. Mais c'est aussi quelque chose qui parle évidemment à un grec, d'autant encore une fois que une ville comme Athènes, eh bien, elle est issue notamment de la concurrence entre le dieu de la guerre Arès et Athéna, hein, pour savoir qui sera la déesse importante. Donc, le rôle d'une divinité dans la fondation et ou dans la protection d'une ville, c'est quelque chose de très fort. Bon. Et ça permet à Platon, d'abord de placer ça dans un temps de nouveau immémorable, parce que fondation d'un dieu, quand est-ce qu'il était là, bon. Hésiode, qui parle de ses fondations, ne donne pas vraiment de chronologie. Et puis ça permet également de créer des dirigeants qui ont des valeurs ou des vertus particulières, ou en tout cas une situation particulière, parce qu'ils sont issus de cette alliance, de ce mariage entre un dieu et une mortelle. Donc évidemment, ils sont au-dessus des hommes. Donc ça crée également un pouvoir spécifique qui fait de l'Atlantide une ville qui est une île supérieure de nouveau. Bon. Et cette ville, elle est organisée vraiment à la perfection. C'est le modèle type de la ville. Voilà. Elle est en plan géométrique. Elle a ses grands ports et ses grands bassins pour accueillir toute la flotte. Elle possède une très grande armée. Bon, évidemment, c'est un élément important de puissance hein, dans le monde grec. Bon. Alors, le plan géométrique, c'est une image de la ville parfaite. Et c'est une image que les Athéniens et que les Grecs connaissent bien, parce qu'elle a été mise en place par un architecte qui s'appelle Hippodémos de Milet, qui a construit le port du Pirée. Et le port du Pirée, c'est de manière réduite ce que Platon nous décrit sur l'Atlantide. Un port avec des bassins, des alvéoles pour contenir des trirèmes, hein, des galères de guerre, hein, afin que justement Athènes puisse jouer de sa puissance maritime et vaincre de manière navale, hein, sachant que dans la mémoire des Athéniens, mémoire réelle ou mémoire parce qu'ils ont lu les textes, hein, la victoire de la flotte athénienne sur la flotte perse à Salamine est l'image de cette puissance grecque. Donc, grande ville, grand port, animaux extraordinaires, plantations extraordinaires, minerais extraordinaires, puisqu'on a quasiment tous les minerais, plus un minerai imaginaire qui est l'oricalque, hein, qui est on ne sait pas ce que c'est, qui est un minerai supérieur, donc vraiment tous ces éléments sont mis en avant. Grande armée, 60 000 hommes, c'est gigantesque hein, pour l'époque, mais, et c'est un élément qui est intéressant, parce que
tous ces éléments-là nous décriraient une cité grecque, mais il y a quelques petits éléments qui viennent nous montrer que c'est pas une cité grecque. C'est une cité non grecque, barbare, hein, c'est le terme qu'on emploie. Hein, le terme de barbare chez les Grecs désigne les non grecs, ceux qui parlent par barbarisme. On les comprend pas. Hein, c'est le terme de barbare. C'est ça, barbare. Hein, c'est pas du tout. C'est une autre langue. Bon, tous ceux qui ne parlent pas grec sont barbares. D'accord. C'est ça l'élément. Les Romains sont barbares au départ. Hein, voilà. Alors, tous, hein, évidemment, ils sont mal vus, plus ou moins méchants. Les Perses sont très méchants, et puis d'autres, voilà. Mais c'est ça le terme. Et quels sont les éléments qui nous montrent, qui sont des petits détails, mais c'est ces petits détails-là qu'un Grec va comprendre pour voir que c'est pas une ville grecque. Par exemple, il parle d'éléphants. Hein, il dit il y a des éléphants. Alors les éléphants, c'est l'animal extraordinaire d'Afrique. Hein, il y en avait encore probablement en Afrique du Nord à l'époque où Platon écrit, hein, mais c'est pas des animaux qui sont inconnus hein, pour cette époque-là, mais il y en a pas en Grèce. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de... Il y en a pas dans toute la Grèce. Hein, je veux dire, c'est un élément particulier. Ou encore dans l'armée, où l'armée comprend des troupes différentes, dont, et c'est cité par Platon, des frondeurs et des chars. Alors, l'armée grecque de l'époque, elle est connue, c'est ce qu'on appelle la phalange hoplitique, hein, donc c'est une armée de citoyens armée. Il y a de l'infanterie légère, il y a des lanceurs d'armes de jet, voilà, mais il n'y a pas de frondeurs. Les frondeurs, c'est extérieur, c'est en Libye, c'est ailleurs. Et les chars également. Les chars, en plus, pour les Grecs, c'est assez précis, hein, ce sont les armées du Moyen-Orient, égyptiennes, perses, elles ont des chars, pas les armées grecques. Donc voilà, ça permet à un auteur de comprendre qu'il a affaire à une ville extraordinaire, qui est l'image quasi parfaite d'Athènes, mais qui n'est pas grecque. Et ben cette ville, et c'est la troisième partie, hein, eh bien, elle va s'autodétruire, entre guillemets, elle est victime de sa démesure, de son hubris. Hein. C'est un terme très important, le terme d'hubris. Hein. La démesure, pour un grec, c'est une étape qu'on ne doit pas franchir. Et par exemple, dans les banquets, eh bien, il faut boire du vin, mélangé avec de l'eau. Parce que le vin est fort, hein, pour pas tomber justement dans l'ébriété, qui entraînerait la démesure. Donc l'hubris, c'est vraiment un facteur très important. Et beaucoup des textes, j'avais cité Hérodote, Thucydide, Xénophon, hein, parlent de cette démesure qui entraîne la perte. Et c'est ça qu'on nous montre. Alors, elle est en quoi cette démesure ? Ben d'abord, c'est que au lieu d'être une cité vertueuse qui reste chez elle, eh bien, elle va envahir le monde. Elle va envahir le monde. Hein, elle va prendre, alors, on nous raconte hein, absolument toutes les villes, jusqu'à arriver à Athènes et être battue par Athènes. Alors là, on a une image pour un Grec qui est double, pour un Grec et pour un Athénien. La première, c'est la défense dirigée en partie par Athènes lors des deux guerres médiques, donc les guerres contre les Perses, on les appelle les guerres médiques, hein, qui sont décrites par Hérodote. Celle de 490 qui aboutit à la victoire d'Athènes, précisément d'Athènes, à la bataille de Marathon. La seconde, qui est plus difficile, hein, où les Perses vont rentrer en grec, mais qui va aboutir de nouveau à une défaite des Perses, battus en deux grandes batailles, une bataille navale qui est la bataille de Salamine, où la flotte athénienne joue un rôle très important, et puis une bataille terrestre qui est la bataille de Platée, dans laquelle les cités vont s'unir. Donc, déjà, le fait que Athènes batte Atlantide, c'est une image forte. Et puis c'est une image qui fait plaisir aux Athéniens. Et puis, la deuxième élément qui est mis en place, là c'est aussi pour les Athéniens, mais c'est en contre-coup, c'est que une thalassocratie qui a tenté d'assurer son hégémonie c'est un terme grec, hein, sa supériorité sur le monde grec, eh bien, la Grèce en a connu une, c'est Athènes, qui pendant la guerre du Péloponnèse, hein, en 431-404, hein, a tenté de mettre sa puissance pour dominer le monde grec, pas pour l'occuper, hein, mais pour le dominer, et elle a été entraînée, si au début ça s'est pas mal passé, dans une série de défaites, l'exclusion de Sicile notamment, et puis la défaite finale, dont Timée dont Critias est le témoin, hein, la défaite de 404, hein, et elle a fini par être battue. Et sa puissance a été démantelée, puisque ce fameux port parfait, construit par Hippodémos de Milet, hein, qui est le port du Pirée, qui est un port avec une ville complètement cadrée, défendu par des murs, a été mis à mal, et les murs ont été détruits. Donc, cette Atlantide a été battue par Athènes, et par son hubris, elle a été détruite par une colère, par un tremblement de terre, parce que c'est plus un tremblement de terre qu'un raz-de-marée, hein, qui est évoqué dans
dans le texte, hein. Donc elle est détruite et elle disparaît. Évidemment, c'est facile de faire disparaître une ville, comme son papa l'a cherché, et ça renforce évidemment l'idée du mythe. Hein, parce que la cité, elle est parfaite, on nous raconte une histoire en plus qui a eu lieu il y a très longtemps, 9000 ans. 9000 ans, c'est évidemment à un moment où, pour les Athéniens, pour les Grecs en général, c'est très loin, c'est peut-être faux. Mais surtout pour nous, aujourd'hui, on sait que c'est faux parce que ce texte, cette dernière partie du texte qui décrit comment l'Atlantide, la cité de l'Atlantide va prendre l'ensemble, va être battue par Athènes, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'Athènes il y a 9000 ans. On n'a aucun reste archéologique qui l'évoque. Donc évidemment, c'est quelque chose qui rend évidemment le récit encore plus fictif. Hein, parce que, on l'a vu, hein, le récit, il vient de très loin, mais il s'ancre sur aucune réalité. Il décrit une cité extraordinaire, mais qui est un mélange fictif de tout ce qu'on peut faire, et il nous décrit des événements et une défaite à une époque où il n'y a pas d'Athènes. Donc on est vraiment, et c'est évidemment la conclusion qu'il faut arriver après cette repartie, qu'on est en face d'un mythe et d'une création de la part de Platon, qui l'ancre sur des réalités. Hein, par exemple, la destruction de l'Atlantide, il a été témoin où il a connu la destruction de la cité d'Éliquée. Hein, c'est une cité qui effectivement a été ravagée, était en bord de mer, elle a été ravagée par un tremblement de terre et un raz-de-marée. Voilà, donc là, ces images. Donc, on peut conclure sur ces textes qui sont passionnants, hein, que effectivement, c'est bien une construction de mythe qui est fait par Platon, qu'il inscrit, lui, dans sa vision générale de l'explication des régimes politiques grecs, et notamment de dire que, quelle que soit la perfection de la cité ou du régime, s'il y a la démesure, ce régime est perdu par avance. Faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Arrêtez de boire du vin. Faites gaffe. D'accord. Et tu vois, en t'écoutant parler, moi, ça me fait penser au cinéma. On prend un décor contemporain, une ville, et puis on rajoute des super-héros, des machins, des bidules. Ça fait vraiment penser à... En t'écoutant, j'ai eu des visions d'une belle histoire. D'une belle histoire inspirée de faits réels, inspirée de la vie de tous les jours des Grèces antiques, avec du fantastique, entre guillemets, quoi. C'est exactement ce que tu as tout à fait les bons termes. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, quand le cinéma raconte le passé, quel que soit le passé, il va forcément mettre des choses qui sont d'aujourd'hui, parce que sinon ça parlerait pas. Voilà, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales de manière générale le zeitgeist, hein, l'esprit du temps. Hein. Mais par exemple, je prends l'exemple de la série Viking parce que je trouve un très bon exemple. Il y a des choses. Voilà, pour ceux qui connaissent le Moyen-Âge, hein, pour ceux qui connaissent pas, il y a d'autres problèmes, j'ai des noms, voilà. Mais pour ceux qui connaissent le Moyen-Âge, on voit très très bien ce qu'il ancre. Il y a des choses précises. C'est-à-dire, entre eux, ce qui se passe dans les royaumes saxons d'Angleterre, le Danemark, le siège de Paris, etc. Puis il y a des choses, notamment par exemple le rôle des princesses ou le rôle des guerrières ou les rapports à la science et aux croyances qui sont d'aujourd'hui. Parce que sinon, il ne vaudrait pas son script. Bah oui, c'est ça, ça prendra pas. Voilà. Et Platon, c'est ce qu'il fait. Hein. Il veut nous raconter, nous expliquer que il ne faut pas qu'une cité soit dans des mesures. Donc, il crée un mythe, mais évidemment, il faut que ça soit crédible. Donc, il le rend crédible. C'est difficile, même si tout de suite je comprends beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il est quand même difficile de comprendre dans quel but il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait pour prévenir les éventuels dirigeants que faire gaffe de ne pas péter trop son cul parce qu'on finit toujours par se casser la binette tout le temps ou c'est juste pour faire une étude philosophique pour ses élèves ou autre. C'est ça, toi, j'ai vraiment du mal à saisir pourquoi il l'écrit en fait. Non, Platon, il écrit les philosophes grecs de manière générale, hein, c'est pas de la pensée pure qui reste dans un coin. C'est pratique. Il essaye d'user de sa sagesse, hein, philosophie, hein, aimer la sagesse, hein, pour, à son avis, et l'avis de Platon est particulier, hein, montrer que dans les temps actuels et de les temps passés, il y a des messages à récupérer, et qu'un des messages à récupérer, c'est que en cas de puissance d'une ville, si elle dépasse un certain seuil, si elle rentre en démesure, elle ne peut que tomber. Elle ne peut que s'écrouler. C'est ça le message qui est dit. Platon n'est pas un fervent défenseur de la démocratie. Il pense que la démocratie est un régime qui a des défauts importants,
deux essentiels, hein, celui où les riches, par leurs moyens financiers, captureraient la démocratie, ce qu'on appelle la plutocratie, hein, Plutos c'est les riches, hein, ou la démagogie, c'est-à-dire les bons parleurs, hein, il en fait tout un discours, hein, sur les sophistes, hein, qui consacrent comme des démagogues, hein, eh bien, arriverait à embobiner les gens en faisant des fausses promesses ou des promesses impossibles, etc. Bon, donc c'est ça sa position. Mais ces deux éléments-là, eh ben, c'est deux éléments qui risquent l'hubris. Parce qu'évidemment, si les plus riches réussissent à prendre le contrôle de la démocratie, ils vont faire leur profit. Et leur profit de puissance propre. C'est l'hubris. Ou si les démagogues promettent des choses impossibles, même chose. On va faire des choses qui sont impossibles, donc démesurées, donc c'est la puissance. Donc le récit, il s'installe comme ça. Hein, il faut prendre le Timée et le Critias dans l'économie de la République, dans l'économie de ses récits politiques. C'est ça. Ouais. Et ben, ouais, enfin, quand on n'a pas, je le répète, quand on n'a pas de bagage comme moi en histoire, en Grèce antique surtout, c'est très difficile d'aborder ce sujet de l'Atlantide et on comprend pas. Enfin, à ma première lecture, je vous dis franchement, je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant de livres décrits, autant de vidéos décrites sur ce truc. Qui est au premier abord un discours politique, j'ai envie de dire. Je mets des guillemets, je sais pas si le terme est exact, mais c'est comme ça que moi je l'ai lu la première fois. Ah oui, on dirait qu'il est en train de prévenir quelqu'un. Tout à fait. C'est un discours politique, au sens politique. Alors, la même chose, c'est encore un terme grec, hein, qui s'occupe de la gestion de la cité. Police, c'est la cité, ça, qui est employée. C'est un texte politique. C'est un texte qui est compris comme de cette manière-là à l'époque antique. Hein. Les autres, les géographes ou les historiens plus tardifs, hein, notamment soit du monde grec ou du monde latin, à dire de Sicile ou Strabon, hein, ils disent que c'est une invention, hein, Strabon, hein, il dit ouais, peut-être que ça existe, mais bon, c'est pas très sûr, voilà. Ah ouais. Voilà. Et puis, est-ce que c'est vraiment important, voilà. D'autres, par exemple, mettent les Atlantes au niveau des Amazones. Bon, donc deux peuples imaginaires, en disant voilà, les Atlantes ils sont battus avec les Amazones. Bon, là c'est comme si on disait que les géants verts se sont battus contre les géants gris. Enfin, je veux dire, on met deux peuples. Les gens en parlent, mais il n'y a pas d'auteurs de l'Antiquité qui prennent autre chose que pour ce que c'est, c'est-à-dire ça peut être existé, mais c'est d'abord un mythe. C'est d'abord une fable. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup Alexis d'avoir éclairé nos lanternes parce que franchement c'était, je vous conseille à mi-public de lire au moins le Critias et le Timée pour se rendre compte des écrits de Platon parce que c'est quand même difficile à aborder, je le répète, avec notre regard d'aujourd'hui de 2026 quand on n'a pas lu ce genre d'écrit. Alors je vous conseille, on va le mettre en lien si on peut en description. On va mettre l'édition, moi. Je mettrai, en fait, évidemment, ceux qui peuvent aller en bibliothèque parce que prenez l'édition dont je me suis servi parce que évidemment, elle est complète. C'est une bonne traduction. Elle n'est pas très récente, mais la traduction est très solide. Surtout les notes de bas de page, il y a plein de choses qui expliquent. Bon. On peut aussi la regarder sur Remarque, qui est un site où on a accès à beaucoup de textes anciens. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas d'appareil critique. Donc c'est un peu brut de décoffrage, bon. Et souvent c'est des traductions un peu anciennes, donc qui ont un peu varié. D'accord. Voilà. Évidemment, je ne pourrais pas comparer pour celui-là, mais je sais pour des textes du Haut Moyen Âge, où entre l'édition que j'ai de Grand Tour par exemple, et celle que j'ai en Remarque, je vois les différences. Ah ouais, d'accord. Et quand je lis, je vois les nuances, voilà, ce qui est dit. Voilà. Donc, si vous pouvez. Et puis, on mettra bien sûr en bibliographie, parce qu'on aime bien les bibliographies, une petite liste d'ouvrages hein, dont on peut se servir pour comprendre le monde grec, qui est un monde passionnant. Enfin, le monde grec classique, ce qu'on appelle le monde classique, c'est 5e, 4e siècle, hein, encore une fois, c'est extraordinaire, c'est très intéressant. Plein de choses dont les philosophes de l'époque nous ont donné des éléments qui nous servent encore aujourd'hui. C'est vraiment... c'est incroyable. Incroyable. Autant d'années après, t'imagines, c'est quand même absolument incroyable.
Si, un jour, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait peut-être faire ça sur notre chaîne ou avec un spécialiste, mais il y a un auteur qui est Thucydide. Thucydide, c'est sur la gestion de la cité en crise, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Ok. Eh ben, c'est bon pour ce numéro 2, le retour. Hein. On va se retrouver pour le numéro 3, où tu nous expliqueras comment ce mythe s'est transformé en réalité et comment a engendré autant de livres et de vidéos YouTube sponsorisés. Non, Voilà, je reviens toujours là, parce que malheureusement, il y a tellement de gens qui vont pas travailler, mais qui ont la façon de travailler sur YouTube en répétant toujours la même chose. Ouais, on y reviendra parce qu'effectivement, très souvent, il me semble que les gens qui parlent du mythe de l'Atlantide l'ont pas lu. Ou n'ont lu quelques passages. J'ai pas l'impression. Et n'ont pas lu et n'ont pas essayé de le contextualiser. On ne retombe sur les mêmes problèmes. Donc ils ont lu, des gens qui ont lu, qui sont servis de la chose. On va en parler de comment ça s'est construit. Parce qu'effectivement, à un certain moment, le mythe est resté mythe, mais pour protéger des choses, puis est devenu une pseudo-réalité. Et on va en parler évidemment en détail. Et puis je pense qu'il faut insister sur le fait que, enfin, je conseille vraiment aux gens de ne pas lire que l'Atlantide, de lire le Critias et le Timée, c'est un tout. Alors, on va se retrouver sur le numéro 3, tu nous expliqueras tout ça. Pour l'instant, c'est tout pour l'instant, j'en ai fini, mon cher Alexis. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, cher public, à plus dans le bus. Cher Alexis, à tout bientôt. Eh bien, à bientôt, dans la chaleur. Allez, ciao. Ciao.